côté manuscrit. Et puis, on s'est amusé aussi. Il l'avait présenté comme un vaisseau, comme un paquebot, c'est-à-dire... Ce qui a été fait. Finalement, on y est. Et je me souviens quand j'ai présenté il craignait qu'en ouvrant les portes... Moi, j'en garde des bons souvenirs. On s'était fait des connexions. L'essentiel, c'était les petits conseils. Les petits conseils réunissaient... Les thématiciens, c'est leur métier de sortir des idées nouvelles. Par exemple, la Vetus Latina du reste des Alpes. Qu'est-ce que tu fais là, petit mangeant? Et le tir de là. Un grand lien avec la recherche et avec les chercheurs notamment. Nécessairement, mais j'en ai plus. Bonjour Michel Sèvres, bonjour François Bérard. Nous vous remercions infiniment de bien vouloir participer à ce projet à la fois consacré à la constitution d'une archive orale sur l'histoire de l'école des années 50 aux années 2000 et également à cet hommage rendu de manière très vivante à Pierre Petit-Mangin et à son long périple à l'intérieur des murs de l'école normale. Michel Sèvres, vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure, de la promotion de 1969, agrégé de lettres classiques, ancien membre de l'École française d'Athènes, professeur des universités émérites en histoire grecque. Vous avez deux spécialités, l'épigraphie et l'archéologie. François Bérard, vous êtes aussi un ancien élève de l'École normale supérieure, promotion 1975, agrégé de lettres classiques, ancien membre de l'École française de Rome, directeur d'études de l'École pratique des hautes études, et vous êtes spécialiste en épigraphie latine du monde romain. Vous êtes aussi professeur de latin à l'École normale depuis quelques années, et vous avez été directeur jusqu'en septembre dernier du département des sciences de l'Antiquité. Alors pour commencer, messieurs, nous aimerions beaucoup que vous nous parliez de vos années de formation, de votre volonté de passer le concours et de tous les souvenirs du concours lui-même et de ce qui a incité cette vocation à venir à l'école et à poursuivre. Donc je suis originaire de Clermont-Ferrand où j'ai fait toutes mes études secondaires au lycée Blaise Pascal, y compris Hippocagne et Cagne. J'y avais d'excellents professeurs, mais mes camarades, en dehors de la Cagne était mixte, et en dehors de quelques jeunes filles qui visaient explicitement l'école normale supérieure de jeunes filles, qui sont d'ailleurs entrées à Sèvres, il n'y avait pas beaucoup d'émulation. C'était une petite Cagne, et les cours de grec étaient communs à l'Hippocagne et à la Cagne. Ça valait mieux que de ne pas en avoir du tout. J'ai gardé d'excellents souvenirs et de l'atmosphère qui y régnait et de l'enseignement que j'y ai reçu. Mais après mon admissibilité de 1967, tout le monde m'a encouragé à aller ailleurs. Je suis venu à Paris au lycée Louis-le-Grand. Le problème, ça a été mai 1968. À Louis-le-Grand, les choses n'étaient pas très faciles, dirons-nous. Elles étaient même agitées. Et le concours a dû être reporté en septembre. Si j'étais prêt en mai, je ne l'étais plus en septembre. Et j'ai dû recommencer l'année d'après. Et l'année d'après, je me sentais un peu, comment dirais-je, décalé. Là aussi, les choses n'ont pas été très simples. Et un souvenir, une anecdote, mais qui m'a marqué, c'est quand un jour de petit concours en français, le professeur de français qui était Lagarde et Michard, s'est effondré sur ma table, victime d'un infarctus. Le petit concours s'est arrêté là. Et vu la date, c'était en avril, fin mars, début avril, ma fréquentation du lycée Louis-le-Grand s'est arrêtée aussi. Ça ne m'a pas empêché d'être reçu cette année-là. Et puis, arrivé à l'école, qu'est-ce que j'allais faire? Je suis allé... C'était la première année où on pouvait entrer à l'école en étant titulaire d'une licence.
J'avais passé ma licence, je voulais m'inscrire à Paris, ça a été extrêmement difficile. J'ai fini par la passer à Clermont, où j'étais inscrit depuis les années antérieures. Et me voilà titulaire d'une licence. Je voulais ensuite... l'école d'Athènes m'attirait, pour des raisons positives, parce que je m'intéressais à l'hellénisme, et pour des raisons un peu familiales, mon père ayant fait l'école des Chartes, il me paraissait impératif de faire autre chose que lui. Je suis donc allé trouver le directeur Robert Flasselière, qui m'a dit « Faites de l'archéologie, allez à l'école d'Athènes, allez trouver mon ami Pierre de Margne, et vous ferez une maîtrise sous sa direction, il est très bien. » C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma maîtrise en 2 ans parce que l'archéologie n'y connaissait rien du tout. Et il a été admis qu'il fallait quand même que j'y connaisse un petit quelque chose. Mais dès le début, j'ai suivi sur la recommandation des caïmans de l'époque, qui étaient Jean Orcival la première année et Alain Le Boulubec ensuite, des caïmans de grec j'entends. Je n'ai fait la connaissance de Christian Père qu'au moment de l'année d'agrégation. Et j'ai donc suivi dès le début l'enseignement de Louis Robert à l'école des hautes études et l'enseignement de Roland Martin, toujours à l'école des hautes études, Louis Robert en épigraphie grecque et Roland Martin en architecture. Les 2 disciplines m'ont tellement intéressé que je n'ai jamais su choisir entre elles, et c'est pour ça que maintenant je m'intéresse aussi à l'épigraphie et à l'architecture. C'est là qu'on voit que nous avons quelques années d'écart, puisque moi, en 1968, j'étais en 5e. Et donc enfermé dans le vieux lycée Ampère à Lyon, des fenêtres duquel, d'ailleurs, nous avons vu les 2 seuls morts de l'aventure. Mais je ne suis pas là pour parler de cette période-là, mais plutôt de la formation, un peu comme tu viens de le faire, plus récente. J'ai aucun souvenir, en fait, du concours, ni de ce que je pensais à ce moment-là. Ça n'a sans doute pas été un véritable choix en ce qui me concerne, c'est-à-dire que j'étais un bon élève, donc je suis entré en Hippocagne, et on va se passer logiquement en Cagne. Et c'est vraiment, alors, autre point commun, un point commun cette fois-ci, nous sommes des provinciaux, c'est vraiment la Cagne du lycée du Parc qui est à l'origine de ma vocation, on peut dire, et en tout cas de ma carrière. J'y ai eu d'excellents professeurs, moins illustres que les tiens, mais en particulier un professeur de grec et de latin, Jacques Lespinasse, qui est décédé peu après sa retraite, et qui nous a tous beaucoup marqués, et qui m'a convaincu, lui, de faire des langues anciennes, ce qui n'était pas forcément ma discipline de départ, et donc de passer le concours en lettres classiques. Du concours lui-même, donc que j'ai passé à Lyon, je m'aperçois que j'en ai plus aucun souvenir, ni même des sujets. Je me suis demandé en venant, il ne m'en reste rien. À l'école, j'aurais du mal à distinguer un professeur plutôt qu'un autre qui m'a marqué. Je vais citer le nom de mon caïman, donc, qui était le caïman de latin Dominique Briquel, puisque tu as cité Alain Le Boulubec, qui lui était aussi notre caïman de grec. Nous avons eu d'excellents professeurs, il y en a beaucoup qui nous ont marqués, et je dirais c'est pas sans lien avec les évolutions de l'école actuelle, que parmi ceux dont je garde les souvenirs les plus éblouissants, c'est pas forcément ceux de nos disciplines, bien qu'ils aient été excellents, mais je me rappelle de cours brillants en agrégation en français, par exemple, de Michel Charles ou de savants qui, eux, sont illustres maintenant, qu'il invitait pour faire des cours d'auteur. Et je crois qu'à une époque où il est de bon ton de dévaloriser ce type d'enseignement et les cours d'agrégation, c'est quelque chose qui fait aussi partie de l'école et qui compte. Je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai un grand souvenir de cours d'agrégation de quelqu'un qui est peut-être un peu oublié, qui est Roger Fayolle, qui était caïman de français à l'époque. Et puis, le cours qui m'a le plus ébloui cette année-là, il y avait Camus au programme, et Paul Vialanet venait de Clermont faire un cours sur Camus qui était extraordinaire. Oui, effectivement, c'est conforme au rôle de l'école que de faire venir
des professeurs d'un peu partout. Bon, cela dit, j'ai quand même suivi aussi des cours dans la spécialité que j'allais choisir. Il y avait beaucoup moins de cours dans l'école que j'ai connue que dans celle de maintenant, où les élèves n'arrivent plus à tout suivre, ce qui est d'ailleurs un problème. Et donc, on suivait aussi beaucoup de cours à l'extérieur. Et si je veux mentionner ceux qui m'ont le plus marqué, bon, il y a évidemment du côté de l'épigraphie latine, le séminaire d'Hans-Georg Pflaum à l'école pratique des hautes études, dont j'ai eu la chance de pouvoir suivre les toutes dernières années. Et c'est certainement lui, on avait eu un cours d'initiation ici, mais c'est certainement le séminaire de Pflaum qui m'a déterminé à faire de l'épigraphie latine, alors que jusqu'à présent, j'étais plutôt orienté vers l'archéologie. Et les autres enseignants que j'ai connus plus tard étaient évidemment en dehors de la maison, hein, mais les rencontres que permet l'école, hein, je crois, sont très utiles de ce point de vue-là pour orienter les élèves. Quels ont été vos lieux de sociabilité à l'école? Vous étiez interne? J'étais moi-même interne, oui, oui, bien sûr. Et les lieux de sociabilité, à l'époque, la bibliothèque était un lieu que je fréquentais beaucoup, mais on peut difficilement parler de la bibliothèque comme d'un lieu de sociabilité. Il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait les turnes de camarades. Et de camarades, je connaissais assez bien des camarades scientifiques pour la raison que j'ai retrouvé à l'école un mathématicien avec qui j'avais fait mes études secondaires de la 4e à la 1re, François Gramin. Et je le rencontrais au pot, pratiquement, assez souvent. Et j'ai fait connaissance de ses camarades mathématiciens. Et d'autre part, quand j'étais en première année, je partageais ma turne avec un physicien. Et j'ai donc aussi connu les copains de ce physicien, dont certains sont devenus très célèbres. Après cela, c'est surtout mes voisins j'étais installé au Palais, et la turne d'à côté était celle d'un médiéviste, Jean-Pierre Bordier, et qui organisait un café pratiquement tous les midis, où il y avait 5, 10... On arrivait à entrer à 15 dans la turne, à condition de ne pas vouloir bouger. Et c'était ça le lieu de sociabilité le plus efficace, et ça permet de rencontrer toutes sortes de gens. Oui, tu as raison de dire que les lieux de sociabilité étaient extrêmement réduits. Hein, et effectivement, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, la bibliothèque était le principal, aussi parce qu'il n'y en avait pas d'autres, hein, et qu'on allait y lire des livres, mais pas tout à fait uniquement cela. Et donc, moi, je n'avais pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit, c'est-à-dire que dans cette école, effectivement, je pense qu'on en parlera après pour ce qui est de la fréquentation avec Pierre Petit-Mangin, mais le pot était évidemment l'autre lieu de rencontre essentiel. Voilà, à part ça, les turnes avaient un peu évolué. Moi, j'ai connu le nouveau bâtiment du 46 rue d'Ulm, qui avait des turnes un peu cellulaires. Et donc, une vie, on ne peut pas dire une vie d'étage, parce que la vie d'étage, en fait, se résumait au téléphone qui pendait, je ne sais plus combien il y avait de turnes, mais plusieurs dizaines, peut-être quelque chose comme 40, et donc faire les commissions, c'était quelque chose de terrible, avec parfois des gens illustres au bout du fil qui trépignaient et qui ne comprenaient pas qu'on n'arrive pas à leur trouver leur correspondant immédiatement. Mais il y avait à la fois beaucoup moins de lieux de sociabilité que maintenant, peut-être il y en a beaucoup, et en même temps, il y avait beaucoup plus de gens qui habitaient, parce que nous habitions tous à l'école. Donc c'est une situation tout à fait paradoxale par rapport à l'école actuelle. Oui, pour résumer le paradoxe, je dirais qu'il n'y avait pratiquement pas de lieu de sociabilité, mais beaucoup de sociabilité. Vous n'avez fréquenté ni les groupes politiques, ni les groupes sportifs, ni les groupes religieux? Le groupe sportif, non, vraiment non, ça
Non, moi, Ruffin avait évidemment... Il y avait Ruffin, oui. Il y avait Ruffin. On a essayé de m'attirer au Ruffin, sans aucun succès. Les groupes politiques, disons que l'année 1967-1968, à Louis le Grand m'avait vacciné. Et les groupes religieux... Il y avait le groupe Tala ne m'a pas retenu longtemps, mais un camarade de promotion qui était protestant avait organisé dans Saturne un petit groupe de réflexion avec un pasteur qui était plus intéressant et auquel je suis allé quelquefois. Mais nous étions 5 ou 6, c'est déjà beaucoup. Dans une turne. Non, moi j'ai fréquenté effectivement un petit peu plus assidûment, mais pas non plus systématiquement, le groupe Tala qui se tenait, je me souviens, dans une cave là, qui était au pied de l'escalier du gymnase, et où j'ai rencontré des gens assez intéressants et certains avec lesquels je suis toujours lié d'ailleurs. Quelle était l'atmosphère à l'école? Comment est-ce que vous la définiriez? Du temps où j'y m'y trouvais, l'atmosphère générale pouvait être assez tendue parce qu'elle portait les marques de la... C'était les suites immédiates de 1968, et il y a eu en particulier cette grosse affaire en 1960, je retrouve la date, 71, début 71, premier trimestre 71, qui avait entraîné la fermeture temporaire de l'école et le départ de Robert Flasselière, qui, à vrai dire, en tout cas pour moi, n'a pas été un directeur très marquant. Et ça m'avait gêné parce que j'étais en train de terminer ma maîtrise et j'avais du mal à faire admettre que, comme je logeais à l'école et que je n'avais pas d'autre adresse à Paris, il fallait quand même me laisser entrer pour ne pas me mettre à la rue. Mais enfin, bon, j'y étais parvenu. Est-ce que vous pouvez donner un peu de détails sur ce qui s'est passé en 1971 ? De détails... j'ai des souvenirs un peu vagues, il faut bien le dire. Je me rappelle que Robert Flasselière était très marqué. D'ailleurs, il en a tiré l'opuscule Normal en péril, qui relate de son point de vue son expérience. Du point de vue des élèves, c'était tout à fait différent. Et je me rappelle très bien qu'il m'avait dit un jour, il m'avait pris à partie, je ne sais plus pourquoi, mais monsieur Sèvres, vous voulez vous former à la pédagogie, mais vous serez dans l'enseignement supérieur. Et dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas de pédagogie. C'est peut-être là que l'atmosphère avait changé avec l'école que j'ai connue, où effectivement les 71 étaient vraiment oubliés. Ça ne faisait même pas partie de la mythologie, disons, l'école était assez calme. Et disons... Ça ne m'a pas, là non plus, ça ne m'a pas tellement marqué. Les élèves étaient inquiets parce que, globalement, surtout quand ils approchaient de la fin de la scolarité, parce que nous, on savait déjà que nous ne serions plus dans l'enseignement supérieur. Et que donc, ce qui nous attendait, c'était une première période qui revient cruellement actuellement, où il n'y avait pratiquement pas de poste dans l'enseignement supérieur. Et où donc les élèves sortaient systématiquement dans des lycées ou collèges du territoire de la République, et essentiellement, il faut bien le dire, sur ces franges septentrionales et orientales. Et ça donnait à l'école une atmosphère un peu curieuse, ça poussait pas mal de gens à faire autre chose, et ça donnait une atmosphère qui était un peu triste, il faut bien dire. À cause de cela, c'est-à-dire des problèmes de sortie. Mais ça, c'est des situations qui sont pas nouvelles et qui se reproduisent à rythme régulier en fonction des cycles de recrutement de l'État. Lesquels ne sont pas réguliers. Ils sont tous sauf réguliers. Vous nous avez dit, évidemment, en tant que littéraire, que pendant votre formation, vous avez fréquenté la bibliothèque.
Quelle fut votre première impression? Au bout de 50 ans, c'est un peu lointain. Et disons une impression d'immensité. J'ai mis quelque temps à apprivoiser cette bibliothèque, et je dois dire qu'il y a 2 personnes qui m'y ont aidé. Il y avait, comment dirais-je, le dragon de service à l'entrée qui était Francine Kretzoy, mais qui, avec la rigueur pour surveiller les entrées et sorties, était aussi de très bons conseils. Et là, puis, on voit que nous sommes entre anciens de l'école normale masculine, parce que nos collègues sévriennes, comme Madame Kretzoy, contrôlaient, expulsaient, morigénaient de différentes manières. Certainement pas les mêmes souvenirs. Certainement pas les mêmes paroles. Et puis, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout au début, mais ensuite, d'une autre façon, c'est Marie-Claire Boulez, qui, elle, était... c'est la personne qu'on voyait le plus. Alors que son mari, Roger Boulez, était... d'abord, c'est un taiseux. Il parlait très peu. Et puis, c'était... le service qu'il accomplissait l'amenait peu à rencontrer les élèves. Et encore moins les antiquisants. C'est tellement vieux que j'ai du mal à me souvenir, et qu'en particulier, je crains de surimprimer des passages plus récents dans cette bibliothèque, mais j'avais dû, je pense, être frappé, comme tout le monde, par sa taille et l'étendue des richesses qui étaient à notre disposition. Des visites de la bibliothèque, la mienne, je ne m'en souviens plus. J'en ai fait beaucoup d'autres pour guider les élèves, en compagnie justement de Pierre Petit-Mangin et d'autres collègues. Et donc, j'en ai pas tellement de souvenirs de ces époques historiques, sinon qu'effectivement, j'y ai passé, comme on disait, beaucoup de temps, quand même, dans les salles, donc 2 et 3 actuelles, à proximité des corpus épigraphiques et des publications. Et ça m'a beaucoup servi pour ce qui me concerne, pour rédiger ma maîtrise. Je n'ai utilisé que cette bibliothèque-là, quelques incursions à la Sorbonne, qui étaient à l'époque très malcommodes, très peu hospitalières, et raison de plus pour... Et où on n'allait pas, effectivement. J'ai évidemment, moi aussi, beaucoup apprécié le travail de monsieur et de madame Boulez. Mais ce qui remonte à l'époque où j'étais élève, j'ai vraiment du mal à m'en souvenir, parce qu'effectivement, on avait contact avec les dames, donc Francine Kretzoy, qui faisait un travail remarquable, et madame Boulez, qu'on voyait effectivement dans la salle. Sans doute, elle nous renseignait pour les apories bibliographiques que nous avions nécessairement, mais j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Oui, j'ai un souvenir précis de Madame Boulez, parce que c'est elle qui m'a appris qu'une bibliothèque ne peut pas fonctionner sans la collaboration de ses lecteurs. Il m'arrivait de me perdre dans les fichiers articulés, ou de constater qu'il y avait des erreurs d'intercalation, des confusions entre auteurs homonymes, ou des choses de ce genre-là. Elle m'a dit, mais dites-le nous, dès que vous le voyez, dites-le nous, ne pouvons pas nous en apercevoir si personne ne nous le dit. C'est sûrement une des caractéristiques de cette bibliothèque par rapport à d'autres, où ce genre de choses se fait de manière plus administrative, avec des formulaires et des procédures prévues. Là, il y a vraiment effectivement une collaboration entre les utilisateurs, les enseignants qui ont quand même un rôle un peu particulier, les bibliothécaires et aussi les magasiniers qui connaissaient très bien la maison et qui souvent nous dépannaient alors qu'on n'arrivait pas à retrouver telle ou telle cote un peu particulière. Quels furent vos premiers contacts avec Pierre Petit-Mangin? De quand date-t-il? Vous vous en souvenez-vous?
Les premiers, difficilement. Il passait dans la bibliothèque, il regardait qui était là, si tout allait bien, et il s'intéressait évidemment aux antiquisants, mais je ne me rappelle pas de faits marquants. Les premiers contacts vraiment marquants sont liés aux origines du guide de l'épigraphiste. Il avait conçu l'idée qu'il pouvait faire des petits guides bibliographiques dans différentes disciplines sous forme, comment dit-on, multigraphiés, des petits fascicules d'une vingtaine de pages. Et cette idée-là, il l'avait eue pendant mon année d'agrégation, tant que je me rappelle. Je suis agrégé de l'année 1972. Et il avait commencé à y réfléchir, à solliciter les uns ou les autres. Et c'est l'année suivante, l'année 72-73, qu'il a fait aboutir le guide, ce fascicule d'épigraphie grecque, dont il avait demandé la rédaction à Denis Fessel, premier jet qui avait été soumis à Louis Robert, lequel avait abondamment noté, d'une manière quelquefois très incisive. Je me rappelle que pour tel titre, il avait mis en marge exemple répugnant de ce qu'il ne faut pas faire. Il fallait donc, de toute évidence, insérer dans l'ouvrage les remarques du maître. Simplement, Denis Fessel, au moment où il fallait aboutir, était parti en fouille en Grèce, et Pierre Petit-Mangin s'est adressé à moi pour procéder à la deuxième rédaction de ce travail, qui a été assez longue, astreignante, mais qui m'a énormément appris. Et évidemment, la collaboration avec Pierre Petit-Mangin était à ce moment-là essentielle. Oui. Elle était de quelle nature? Bibliographique? Des discussions. Il y a des remarques de Louis Robert que je ne comprenais pas très bien. Et puis l'écriture de Louis Robert n'était pas toujours facile à déchiffrer. Et puis la conversation débordait un petit peu sur mes perspectives d'avenir. Mais la base était d'abord bibliographique. Il s'agissait de faire un travail en commun. Bon, c'est un peu pareil, et puis un peu différent aussi. Mes premiers contacts avec Pierre Petit-Mangin, c'est effectivement essentiellement le guide, parce que comme je m'étais orienté d'abord plutôt vers l'archéologie, j'ai commis même, bien que je sois latiniste, la grande erreur de ne pas suivre son cours de paléographie latine. Et donc je ne l'ai jamais eu comme professeur, ce qui montre d'ailleurs, pour revenir au sujet précédent, que la liberté complète qui régnait à l'école, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas trouvé un tuteur, comme nous avons maintenant, qui me dise il faut absolument suivre le cours de Pierre Petit-Mangin. Donc je ne le connaissais pas comme professeur, et j'ai commencé à le connaître avant le guide quand même, un peu à la fin de ma scolarité, au moment de ma candidature à l'École française de Rome, et puis ensuite des différents travaux d'approche et candidatures qu'il faut passer pour devenir caïman ici. Tout ça nécessite un certain nombre de contacts dans lesquels il m'a été très précieux et d'excellents conseils, parce qu'il connaissait tout le monde, et puis aussi parce que justement je n'étais pas son poulain, et donc il faisait ça de manière parfaitement désintéressée. Mais tout ça se passait à peu près en même temps que le guide, en fait. Puisque c'est là que ton témoignage nous est précieux. Moi, sur les origines du guide, j'aurais été beaucoup moins précis que toi, puisque quand ce que tu viens de dire s'est fait, moi, en gros, j'étais à Rome. Oh non.
Non, c'est postérieur, puisque tu es de la promotion de 1975, et je Oui. parle d'événements de 1973. Tu étais en Cagne. Oui, non, les premières phases, mais je veux dire la période. Oui, la phase préliminaire, mais qui n'avait pas, je crois, enfin du moins à ma connaissance, de pendant latin. Si. Noël Duval avait dû faire... Non, il avait fait... est-ce que c'est Pierre Petit-Mangin qui l'avait fait? Ou je crois ce camarade complètement oublié, dont le nom il même m'échappe. Ducroux. Voilà, Ducroux, qui avait fait un premier jet, qui avait été soumis à Pflaum. Et Pierre Petit-Mangin avait lui-même fait l'équivalent pour l'épigraphie chrétienne, qu'il avait soumis à Marou. Tout à fait. Et c'est au vu du succès de ces petits fascicules qui devaient être renouvelés, ils étaient disposés sur une table à l'entrée et disparaissaient à un rythme soutenu, que Pierre Petit-Mangin a conçu l'idée de les regrouper en un seul volume, un peu plus important, Et de forme... au moment où prenait corps l'idée d'avoir des éditions de l'École normale supérieure. Et on sait que ça pouvait être un des... Oui, non, effectivement, c'est la bonne chronologie. Et effectivement, moi, je ne suis entré là-dedans que dans la phase 2, c'est-à-dire au moment où on a décidé de faire de ces notices un livre, même si c'est une forme de livre un peu particulier. Oui, au départ, d'ailleurs, on ne savait pas trop où on allait. On ne savait pas trop. Et donc, où Pierre Petit-Mangin m'a demandé de faire avec lui la partie latine, c'est-à-dire sous la forme que tu disais, lui s'occupant d'une part de la structure générale, de l'architecture générale du livre, et d'autre part de l'épigraphie chrétienne, à laquelle je n'entendais rien. Et donc je me suis occupé du gros de l'épigraphie latine païenne. Mais ça, c'est venu à une époque quand même un petit peu plus tardive, c'est-à-dire au moment où je finissais ma scolarité ici. Non, même plus tard, quand j'étais à Rome. Je me rappelle que le projet du guide avait déjà pris corps quand j'étais moi-même à Athènes, puisque j'avais fait des recherches bibliographiques à la bibliothèque de l'école d'Athènes, en me posant des cols, si tu cherchais les inscriptions de Chios, qu'est-ce que tu irais voir? Les inscriptions de Chios ne sont toujours pas dans le corpus. Et donc, c'était une question à laquelle il n'était pas facile de répondre. Et donc, c'était dans les années 78, 79, quelque chose comme ça, où le travail avait pris un peu de développement. Évidemment, Denis Fessel travaillait aussi au corpus grec, mais aussi, comme il se spécialisait en épigraphie chrétienne, il a prêté la main à la partie chrétienne du guide. Alors, si je comprends bien, au départ, il s'agissait d'un guide bibliographique pour aider les élèves de l'école à partir de publications qui se trouvaient donc à l'école, pour mettre l'accent sur les plus importantes et dans le domaine. Oui, absolument. Les élèves et les lecteurs de la bibliothèque, parce que il y avait déjà a toujours dans ce domaine beaucoup d'autres lecteurs. Peut-être moins que maintenant, mais déjà beaucoup. Mais déjà beaucoup, oui. Et l'ambition ensuite scientifique s'est développée pour recenser des publications qui n'étaient pas forcément à l'école. Comment ça s'est passé? Disons que ça s'est passé d'une façon un peu graduelle, où on a cherché à répondre au genre de questions que je me posais à Athènes, c'est-à-dire essayer de savoir comment on pourrait répondre, chercher des inscriptions dans des endroits peu fréquentés. Et disons que j'essaie de me rappeler à quelle date est intervenue l'idée du chapitre sur les épigraphies périphériques. Assez tôt, me semble-t-il, en partie parce qu'il y avait à l'école sous la main des spécialistes capables de nous aider. Mais quand est-ce que le guide a pris le caractère, au fond,
de la partie bibliographique d'un cours d'épigraphie. C'est en gros ça. Oui. Je ne saurais le dire. Ce n'était probablement pas l'idée de départ, mais c'était déjà bien acquis quand on s'est occupé de passer à l'impression. Disons que la partie la plus difficile, qui était la partie conceptuelle, quel plan, quelle organisation, ça s'est fait dans le tout début, l'extrême fin des années 70 et le tout début des années 80. Après, il s'est agi de nourrir et de donner du contenu. Et l'impression, la première édition, sauf erreur de ma part, est de 1986, et l'impression a été assez longue parce que c'était sur une machine qui se trouvait à l'école, mais qui servait aussi à d'autres choses. C'est Pascal Lehec qui s'est chargé de ça, mais qui avait bien d'autres choses à faire, et ça a pris au moins 2 ans, je pense. Je pense que le premier état du manuscrit était fini en 1983, effectivement. Je crois. Ça a mis du temps. Et donc, on peut dire que la version livre de la chose a été faite, comme tu viens de le dire, dans les toutes premières années 80, entre 80 et 83. Et je me rappelle aussi un gros travail de vérification lié à la confection de l'index. Et puis alors après, on a mis dès la première édition, je crois, un supplément, parce qu'effectivement, il était paru des choses entre-temps, il y a eu l'index, donc ça a pris pas mal de temps. La première édition, en 1986, avait été tirée en un nombre d'exemplaires très inférieur à ce que demandait Petit-Mangin, parce que personne ne croyait au livre. Christian Père lui avait dit, c'est bien parce que c'est toi. C'est là que nos perspectives sont assez différentes, parce que moi, j'ai été recruté à l'école comme enseignant à l'automne 85. Oui. Et donc le livre était en gestation. En voie de parution, puisqu'il est paru en 1986. Oui. Voilà, il était bouclé. Donc moi, je ne l'ai jamais connu que comme livre, en fait. Voilà, alors j'avais participé évidemment à l'élaboration du manuscrit, mais de loin. Et je me rappelle ces séances de travail dans une salle encombrée de boîtes de fiches, de toutes sortes de papiers, qui étaient actuellement, c'est l'extrémité de la salle 6 de la salle d'histoire, oui. Est-ce que c'était la salle Pélagie? C'était la salle Pélagie. Oui, c'était la salle Pélagie où il tenait aussi son séminaire d'anecdotique, si je puis dire, à propos des vies de Sainte-Pélagie, d'où le nom de la salle, mais qui contenait aussi tout le matériel du guide. Et je me rappelle, pour l'avoir fait, l'index des auteurs mentionné dans le guide, avec des vérifications enragées d'orthographe exacte des noms, de rétablissement des prénoms. Mais, oui, moi je me souviens alors d'échanges bibliographiques. À l'époque où Internet n'existait pas, ou en tout cas nous ne le pratiquions pas, ça supposait un système de courrier avec Rome en particulier très compliqué pour vérifier effectivement dans les bonnes bibliothèques ce qui nous manquait ici. Mais effectivement, c'était tout à fait extraordinaire. Il y avait, puisqu'on parle de topographie, il y avait 2 endroits. Donc il y avait la salle Pélagie, effectivement, et puis il y avait le bureau de Pierre Petit-Mangin, qui était entre cette salle et le fond de la bibliothèque, qui était donc moins longue qu'actuellement, et où on entrait au bout de ce qui était la salle d'histoire, plus réduite qu'elle ne l'est maintenant, en poussant simplement une porte. Alors on tapait discrètement, c'était extraordinaire. Alors on entrait dans un autre fouillis, qui n'était pas celui du livre, mais qui était absolument sensationnel. Et moi, c'est l'expérience alors là que j'ai eue de Petit-Mangin à la fin de mes années d'école, et puis surtout dans ces années intermédiaires. On le trouvait presque toujours, il répondait toujours avec la plus grande courtoisie. Et chose extraordinaire, assez souvent tout de même, il trouvait ce qu'on cherchait dans ce tas de papier invraisemblable. Oui. Et quand je me promène encore dans cette bout de bibliothèque, là, j'ai du mal à croire. On voit encore la trace, c'est comme en archéologie, sur le linoléum de la porte qu'on poussait pour aller dans son bureau. Mais c'était vraiment un endroit tout à fait extraordinaire. Effectivement, la salle Pélagie était derrière. La salle Pélagie était derrière, mais elle n'était pas... Mais accessible par l'autre côté. Accessible par un escalier... Oui. Enfin, ne communiquait pas avec la bibliothèque. Non. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, pour ceux qui ne connaissent pas le guide, quel a été comment il a été architecturé, j'imagine par zone géographique,
Comment le travail en équipe s'est organisé? Quel a été le rôle de Pierre Petit-Mangin dans cette maîtrise d'œuvre? Là encore, au bout de 35 ans, c'est un peu difficile de se rappeler les choses. Le rôle de Pierre Petit-Mangin a d'abord été d'un organisateur, d'un spiritus movens. Et c'est un travail, je dois dire qu'il n'était pas en soi passionnant, même s'il a fait appel à certains moments à des qualités de limier pour débusquer des ressources bibliographiques là où on n'aurait pas pensé les chercher. Et ça a été aussi un travail d'esprit de suite. Il a fallu beaucoup d'esprit de suite pour faire aboutir cette publication. Je dirais que le travail en équipe a été vraiment un travail en équipe. C'est-à-dire que une fois que chacun avait fait rempli sa partie, l'ensemble a toujours été relu, ensemble, précisément pour se faire expliquer tout ce qui est implicite et qui ne l'est pas toujours. Un helléniste ne comprend pas forcément comment s'organise le corpus latin, et inversement, et il y a eu des questions qui étaient quelquefois très directes, mais je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire. Et si on veut que le lecteur comprenne, il faut s'expliquer d'une façon plus étendue. Et dans toutes les éditions, depuis la première jusqu'à la dernière, l'ensemble a toujours été relu ensemble, et de la première page à la dernière. Oui, je crois que cette volonté, il y a deux quand même ensembles principaux dans cette affaire, c'est le corpus grec et le corpus latin, même s'il y a des tas de choses d'autres importantes. Et effectivement, l'idée de les faire lire ensemble et non pas séparément, je crois, est une des ambitions de l'ouvrage. C'est-à-dire que quand on s'intéresse comme moi à l'Empire romain, évidemment, c'est un empire bilingue, c'est-à-dire que dans la moitié orientale, il y a des petites choses qui se font en latin, notamment dans le domaine militaire, mais quand même, la plupart des textes sont en grec, ce qui est logique, et il faut donc pouvoir utiliser les deux. C'est peut-être un tout petit peu moins vrai dans l'autre sens, mais c'est important, je crois, de cette conception de l'épigraphie unique avec les différences qu'il y a effectivement dans l'utilisation des corpus et dans la présentation des choses. Et ça, je crois que c'est une des raisons du succès du guide en dehors de la maison, c'est que dans la maison, je pense qu'on en était un petit peu convaincu, mais dans un monde où les sciences sont réparties en catégories, où il y a des profs d'histoire romaine, des profs d'archéologie grecque, des élèves qui sont d'un côté ou de l'autre, je pense que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bien, d'autant qu'il y a en plus les compléments, c'est-à-dire les épigraphies dites périphériques, mais qui apportent aussi les autres langues, et puis les parties consacrées aux sciences d'accompagnement, à la cartographie, à la prosopographie, à l'histoire, qui sont là aussi conçues de manière unique. Et Pierre Petit-Mangin a été et ça, je crois que c'est l'idée qu'il a impulsé à ça et qui est importante. Oui, c'est ce sans quoi une inscription devient difficile à comprendre ou à interpréter, sans être un ouvrage d'épigraphie. Mais il n'existait pas de publication équivalente. Je crois que le guide a beaucoup bénéficié de la difficulté qu'il y a à faire un manuel d'épigraphie aujourd'hui pour les savants. Pflaum en avait annoncé un pour le latin qui n'a jamais vu le jour. Celui de Cagna, la 4e édition, date de 1914. C'est toujours celui. En épigraphie grecque, je pense qu'en grec, c'est pareil. C'est à peu près la même chose. Sauf le guide, sauf le manuel, qui est à la fois un manuel, un florilège, enfin c'est un peu compliqué à utiliser, de Margherita Guarducci, qui est apparu dans les années 70, si je me souviens bien. Quelque chose comme ça, oui. Mais en italien, en 4 volumes, pas très bien diffusé,
et mal commode. C'est-à-dire que oui, alors le guide ne remplace pas un manuel naturellement, mais en l'absence de manuel, je pense que pour des gens qui veulent pratiquer l'épigraphie, il rend de grands services, oui. Oui, dans ceux qui n'ont pas abouti, évidemment, il y a celui qu'a annoncé Panchera, mais qui malheureusement ne verra jamais le jour non plus, ce qui est bien dommage. Et l'idée de faire quelque chose qui n'est pas un manuel, évidemment, mais dans les petites phrases en 4 lignes qu'on essaie de mettre, on ne peut pas mettre la substance d'un manuel, mais on peut orienter le lecteur pour qu'il trouve là où il aura le bout de manuel qui pour la question... Et expliquer comment sont faits les livres, ce qui est très rarement le cas. Je me rappelle très bien, pour les parties dont j'étais chargé, avoir passé mon temps à lire ce que personne ne lit jamais, c'est-à-dire les préfaces et les avant-propos des ouvrages qu'on consulte sans les lire, et qui permettaient de dire en 3 lignes quelle était l'intention de l'ouvrage et ce qu'on pouvait y chercher et ce qu'on ne risquait pas d'y trouver. C'est un ouvrage en fait ouvert à la fois aux étudiants et qui est aussi utile pour les spécialistes parce qu'il existe effectivement des publications, par exemple l'année épigraphique, elle recense les inscriptions à une partie bibliographique. Du coup, comment est-ce que le guide se positionne par rapport à une publication comme celle-ci ? Qui à l'origine recensait les inscriptions, c'est-à-dire en donnait le texte, ce que le guide évidemment ne fait pas. Et à l'origine, effectivement, le texte avec le moins de commentaires possible, d'abord a augmenté les commentaires, et puis ensuite, de plus en plus, fait des notices qui sont uniquement bibliographiques. Mais néanmoins, c'est une revue annuelle, donc c'est tout de même très long d'aller pêcher sur une dizaine d'années épigraphiques le renseignement qu'on peut avoir. Et justement, le rôle d'un ouvrage comme le guide, c'est d'avoir lu ces 20 années d'années épigraphiques et d'avoir fait le travail, c'est-à-dire sorti l'article ou le livre qui était intéressant pour un sujet donné, me semble-t-il. Oui, et puis alors d'une édition à l'autre... La deuxième édition, c'était un nouveau tirage de la première avec un supplément, et la troisième entièrement fondue, la quatrième entièrement fondue encore, consistait précisément à indiquer des compléments ou d'une édition à l'autre, à faire disparaître ce qui était devenu obsolète pour le remplacer par quelque chose de plus actuel. C'était vraiment... disons, un travail de guide. Et j'avais été très frappé par un recenseur allemand de la première édition qui avait dit du guide außerordentlich benutzerfreundlich, extraordinairement amical pour le lecteur. Et ça reste vrai, enfin en tout cas je m'en sers comme ça, par les index ou par la structure, ou comme aide-mémoire, théoriquement je connais tout ce qui s'y trouve, je connais théoriquement, mais je ne l'ai pas en tête. Est-ce que l'équipe a été stable, l'équipe éditoriale ? Comment s'est-elle constituée ? Est-ce qu'elle repose sur le réseau de Pierre Petit-Mangin ? Comment est-ce que ça s'est fait, de votre point de vue ? L'équipe est pratiquement la même depuis les origines. Enfin, pour le grec, Denis Fessel et moi-même. Pour le latin, Ducroux a été remplacé très vite par François Bérard et Pierre Petit-Mangin lui-même. Elle a été enrichie. Oui, enrichie tout de même. Elle a été enrichie pour le grec par Denis Rousset, pour le latin par Nicolas Laubry. Oui, absolument. Alors, pour les périphériques, ça a été moins stable. Oui, mais les périphériques, c'est un peu compliqué. Il faut trouver des gens disponibles. À la fois des gens disponibles qui comprennent un peu ce que cherche à faire le guide et qui sachent expliquer leur propre discipline à d'autres qui n'y connaissaient rien. Et sortir un peu de leur spécialité. Et sortir de leur spécialité. Oui. Puisque le but n'est pas de faire
un guide, l'équivalent de ce qui est fait pour le latin et le grec, pour l'épigraphie celtique ou pour l'épigraphie sémitique, mais de donner aux antiquisants classiques de quoi se retrouver. Des adresses quand ils ont à utiliser des textes ou des publications qui portent sur ces marges. Mais en revanche, je crois effectivement que pour ce qui est des deux langues classiques, l'arrivée des deux nouveaux rédacteurs a été aussi une fontaine de jouvence et un renouveau considérable. La troisième édition est largement due du point de vue pratique à l'activité de Denis Rousset, oui. qui en a chargé. Et pour la quatrième, et encore maintenant, Nicolas Laubry, bien qu'il soit à Rome actuellement, en tout cas moi il me soulage considérablement pour ce qui est du latin, et en même temps ils ont apporté leur connaissance à eux, des méthodes plus modernes. Oui. que oui, moi, je suis bien incapable de pratiquer. Un point de vue plus récent sur la discipline, et ça, je crois que c'est tout à fait possible. Tout à fait indispensable. Le guide, la première édition remonte à plus de 30 ans, et sa conception est plus ancienne encore. Et il aurait de sérieuses rides s'il était resté comme il était à l'origine. Vous soulignez tout à l'heure qu'il fallait de l'esprit de suite pour une telle publication. Il faut aussi un grand esprit critique, parce que comme Pierre Petit-Mangin disait, il ne s'agit pas d'acheter tous les livres pour la bibliothèque, il s'agit d'acheter les bons. J'imagine que ce travail de bibliographie a pu être très formateur pour les jeunes gens que vous avez pu être, pour exercer votre esprit critique par rapport à la bibliographie qu'il s'agissait de mettre en avant. Parce que j'imagine que vous ne cherchez pas l'exhaustivité, vous signalez des pistes en fonction de leur qualité. C'est vrai que c'est très exigeant, vous avez tout à fait raison, bibliographiquement, parce que c'est d'abord très dangereux quand on est un tout jeune savant d'émettre, ne serait-ce que par un classement, a fortiori si on met une petite remarque dans le crochet sur un livre, comme a dit justement Michel, ça impose de lire beaucoup de préfaces, et pas seulement les préfaces. Et moi je me suis trouvé dans une situation très paradoxale, parce que quand j'ai commencé, donc comme je disais, c'était le moment où j'ai été recruté comme enseignant, j'avais jamais fait un cours d'épigraphie. Donc il a fallu, ni d'autre chose d'ailleurs, donc il a fallu que j'ingurgite tout ça et que progressivement je m'y mette. Et je pense qu'en ce qui me concerne en tout cas, ça m'a donné effectivement une culture bibliographique dans des domaines où sinon je n'aurais jamais vu la chose. Alors dans mon cas, ça a été aussi complémentaire avec un travail à la rédaction de l'année épigraphique, justement, où j'avais été embarqué par Marcel Leglay exactement dans les mêmes années, c'est-à-dire à partir de 1985-86, et où je faisais aussi, alors là pour le coup des notices, mais aussi un peu de bibliographie. Et donc je me suis mis, à cause de l'année épigraphique, mais aussi à cause du guide, et avant d'ailleurs à cause du guide, à lire beaucoup d'ouvrages en dehors de mon domaine de spécialité. Et ça, je crois que c'est aussi un des intérêts de ce type de travail, et c'est aussi pour ça qu'ils sont formateurs pour nos élèves, et que donc j'y ai embarqué un des miens. Il faut peut-être souligner qu'une des règles auxquelles nous n'avons pas dérogé est de ne citer que quelque chose qu'on a effectivement eu en main. Il ne s'agit pas de recopier des bibliographies qu'on aurait vues ailleurs. Si la source est évidemment, les sources sont multiples, et elles peuvent être celles-là, mais un livre ou une publication n'est mentionnée dans le guide que quand l'un des rédacteurs au moins l'a vu. Oui. Ça, c'est une chose qu'on a pu faire essentiellement grâce au réseau des écoles françaises à l'étranger, à Athènes d'un côté et à Rome de l'autre. D'abord par la richesse de leur bibliothèque. On parlait de la bibliothèque tout à l'heure. Pour moi, j'imagine que c'est pareil à Athènes. S'il y a une bibliothèque qui peut être comparée à celle de l'école normale, c'est celle de l'école française de Rome, qui fonctionne un peu de la même façon, avec les livres en accès direct. Ça, c'est absolument fondamental. Et puis d'autre part, elles sont très riches. Donc elles ont des livres plus spécialisés que la nôtre. Donc elles ont des livres qui ne sont pas ici. Et enfin, dans ces villes, il y a d'autres bibliothèques avec lesquelles elles sont relations, les bibliothèques allemandes, américaines, italiennes ou autres, où on a vraiment toutes les possibilités de trouver les livres rares. Et c'est aussi, je crois, pour ça que l'école normale était un peu
grâce à ces réseaux, une sorte de point nodal pour faire un livre comme ça, parce que sinon, effectivement, on y aurait perdu un temps fou. Moi, je connais des livres qui ont attendu d'un supplément à l'autre parce qu'on ne les avait pas vus. On se doutait bien qu'ils n'étaient pas mauvais, mais on ne voulait pas les mettre parce qu'on n'avait pas réussi à mettre la main dessus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Oui, je confirme pour Athènes ce que tu viens de dire pour Rome. La bibliothèque, à Athènes, la bibliothèque américaine surtout, et pour les livres grecs, la bibliothèque de la Société archéologique d'Athènes, qui est d'une richesse considérable. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette entreprise, Pierre Petit-Mangin, du coup, s'est avéré à la fois bibliothécaire, soucieux de la qualité des collections et de l'aide aux lecteurs, et à la fois enseignant, permettant à des jeunes chercheurs de travailler dans un domaine de bibliographie et de progresser, le domaine qui leur permettra ensuite d'avancer dans leur propre recherche. Certainement. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu bénéficier malheureusement de l'enseignement direct de Pierre Petit-Mangin, mais en revanche, je l'ai eu comme collègue et donc j'ai pu mesurer tout ce qu'il apportait aux élèves, donc dans son initiation à la paléographie latine, mais aussi dans des cadres plus généraux où il proposait de temps en temps des interventions justement sur la bibliographie ou l'historiographie d'une question que j'ai toujours trouvé personnellement lumineuse. Et je vais peut-être dire un mot là-dessus sur une de nos activités de l'école. Pierre Petit-Mangin est avec Philippe Hoffmann un des organisateurs des journées de rentrée que nous organisions à Folte-Juif, où on réunissait à une époque où la rentrée n'était pas trop précoce, donc on avait du temps en octobre, et il fallait occuper les élèves, et donc avant que les cours commencent, on les emmenait dans une espèce d'annexe de l'école, qui était une station biologique à l'origine, qui dépendait de la biologie, mais où il y avait un logement un peu sommaire, où on pouvait loger une quinzaine ou une vingtaine au maximum, n'ont jamais été aussi nombreux, d'élèves et quelques professeurs, il y avait quelques chambres, et où nous passions la semaine en présentant chacun notre spécialité. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai quand même pu entendre des cours de Pierre Petit-Mangin, puisqu'évidemment nous suivions les uns ceux des autres, et on leur présentait donc la paléographie grecque, la paléographie latine, l'épigraphie grecque, l'épigraphie latine, de l'archéologie, de la linguistique aussi, de la littérature, de façon à ce que les élèves en première année puissent faire leur choix et ensuite choisir tel ou tel cours, tel de ces cours selon le principe de liberté qui a toujours été celui de l'école, dans le courant de l'année. Et ça, c'est un des points dans lesquels, je crois, Pierre Petit-Mangin jouait tout à fait son rôle d'enseignant, c'est-à-dire d'un enseignement, on peut dire pratique, si le mot a un sens, auquel il a toujours été attaché. Et puisque j'en suis à ces souvenirs, mais qui sont parmi les meilleurs souvenirs que j'ai de l'école, et qui sont liés là aussi à l'activité de Philippe Hoffmann, il y a les voyages paléographiques, ou plutôt paléo-épigraphiques, où nous emmenions les élèves, alors là, pas essentiellement les premières années, tous les élèves de l'école, au contraire, justement, ceux qui étaient plutôt plus avancés et qui avaient suivi nos cours, mais ce n'était pas interdit aux autres, et nous les emmenions voir des collections, des bibliothèques, beaucoup de bibliothèques, des musées, dans les grandes capitales européennes. Alors là, mes souvenirs me trahissent un peu, mais on est allé comme ça à Luxembourg. Je me souviens, on a visité la bibliothèque de Luxembourg et on a vu qu'ils mettaient je ne sais plus quelle chose précieuse dans des cartons à bananes qu'ils récupéraient de je ne sais plus quel magasin. Mais on est allé aussi à Heidelberg. Il y a eu un voyage mémorable organisé par Philippe Hoffmann et Stéphane Dibler à Vienne et Budapest, où nous avons fait le tour des deux. C'était quasiment le retour de la Mitteleuropa. J'en oublie encore, et il y en a eu un à Londres aussi, dans lequel Pierre Petit-Mangin a pris une part tout à fait particulière, puisque c'est peut-être le moment de le dire là, il a toujours eu des relations très étroites avec l'Institut d'études classiques de Londres, où donc il nous a introduits et où on avait visité des tas de choses, et qui est aussi
une des bibliothèques que j'ai oublié de citer tout à l'heure, mais de réserve du guide. Il y a finalement, c'est presque en Allemagne, paradoxalement, qu'on a un petit trou, mais il y a des instituts allemands à l'étranger, évidemment, donc qui permettent de compenser. Mais à Londres, en revanche, Pierre y va très souvent, a fait venir aussi très souvent de grands savants anglais. Et le voyage de Londres a aussi été un moment important de cette activité qui était là aussi de l'enseignement sur le terrain, c'est-à-dire en allant voir les livres, les manuscrits, les bibliothèques. Oui, alors je n'ai pas de souvenir de cette sorte, à la fois parce que je suis plus ancien et parce que, en revenant d'Athènes, j'ai été nommé en province, dans un lycée de province, avant de rejoindre une université parisienne. Mais j'ai, en revanche, reçu de Pierre Petit-Mangin un enseignement qui ne se donnait pas l'air d'en être, bibliographique, pratique, au fur et à mesure qu'avançait la composition du guide. Et je me suis aperçu, après, quand j'ai eu moi-même consolidé, quand j'étais à l'université de Paris en archéologie, de donner une information un petit peu structurée à mes étudiants en matière de bibliographie, de tout ce que Pierre Petit-Mangin m'avait apporté au moment où on travaillait sur le guide. Est-ce que vous pourriez nous décrire Pierre Petit-Mangin en tant que bibliothécaire, collègue, incitateur d'entreprises collectives, en tant qu'homme? Comment est-ce que vous le décririez? Ce personnage, comment dirais-je, c'est quelqu'un qui ne s'impose pas. Il parle, il passe plutôt par les voies de la conversation que par... c'est pas du tout un doctrinaire, je ne l'ai jamais vu pontifier, mais c'est quelquefois même un petit peu désorganisé, tout en étant très, très solide dans le fond. La forme, elle est ce qu'elle peut être, mais je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais suivi de cours de Pierre Petit-Mangin, ni même suivi un exposé continu qu'il aurait fait, auquel j'aurais assisté. Je crois effectivement que c'est une de ses caractéristiques, c'est une curiosité quasiment universelle. Et alors, on peut se dire que c'est un effet de la fonction de bibliothécaire d'une bibliothèque comme la bibliothèque de l'école, où en principe il devrait y avoir tout. Mais je crois que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça correspond profondément à son caractère et à sa manière de saisir les choses. Et il y a très peu c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit absolument stupéfiante. Et il y a très peu de domaines qui lui sont étrangers. Donc on gagne toujours à profiter de ses remarques. Et en même temps, comme tu l'as très bien dit, il considère ça comme naturel, c'est-à-dire qu'il ne le met pas du tout en valeur. Et on s'aperçoit donc comme ça, que tout d'un coup, sur tel sujet, il vous a donné la bonne chose. Alors ça vaut pour la science constituée, ça vaut aussi pour les personnes. Pierre Petit-Mangin est quelqu'un qui connaît un nombre de gens incroyable, et c'est toujours lui qui vous dira mais sur cette affaire, comme il vous dit, il faut lire ce livre, il faut voir un tel ou un tel, et ça aussi c'est un de ses grands atouts, avec une chose qu'il faut dire aussi, c'est que et ça, c'est aussi l'expérience que j'ai eue de lui comme collègue. Nous avez parlé de son expérience d'enseignant. Le département, maintenant, des sciences de l'Antiquité a été très heureux de le récupérer quelque temps comme collègue enseignant de latin quand il n'a plus eu la direction de la bibliothèque. Et l'expérience que nous avons faite à ce moment-là, il a participé effectivement à un certain nombre d'activités, dont le séminaire Servius de ma collègue Mathilde Lancoubarène, qui vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais
surtout, il a pris complètement sa place et il nous a guidés dans toutes sortes de domaines. Moi, je l'ai peut-être dit un peu trop rapidement quand j'ai parlé de mes débuts, mais il m'a énormément aidé au début, dans la mesure où moi j'étais assez peu latiniste et lui il est plus que personne ne peut l'être. Il m'a donné des tas d'indications qui me sont toujours très utiles. Et ce qu'il y a de très extraordinaire avec Pierre Petit-Mangin, c'est qu'il a fait ça alors que j'étais vraiment un débutant et qu'il accorde exactement la même importance aux jeunes collègues et même aux élèves, et surtout aux élèves en fin de scolarité, qu'aux collègues les plus expérimentés. Et ça, je crois que c'est une de ses grandes qualités, c'est que sa science est au service de tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'il continue à être extrêmement actif et utile dans notre département. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le guide de l'épigraphiste a connu ces différentes éditions? Qu'est-ce qui décidait une nouvelle édition, en fait? De la première à la deuxième édition, c'était d'abord le souci de satisfaire la clientèle. Le tirage de la première édition avait été gravement sous-estimé. Ou alors, on peut dire autrement, le succès du livre a été explosif pour un ouvrage de cette nature. Et au bout d'un an et demi, la décision a été prise de faire un deuxième tirage, mais il a été décidé d'ajouter un supplément. D'où le fait que ce n'était pas un deuxième tirage de la première édition, mais une deuxième édition un petit peu enrichie. Pour la troisième édition, pardon. Oui, pour la troisième édition, alors c'était les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il n'en restait plus. Et puis la troisième édition de l'année 2000, sauf erreur de ma part. Oui, 2000. Il y avait aussi une grosse inflation de la bibliographie. Et il fallait une remise à jour importante. Et on ne pouvait plus en particulier garder la même numérotation. Et on a changé de numérotation. Donc on a changé donc refait le livre. Et il a été, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais il y a à peu près un quart qui a été modifié, un quart du livre. Entre ce qui a été supprimé, ce qui a été rajouté, il y a eu plus de notices aussi. Et puis tous les textes, ce que j'appelle le tissu conjonctif, tous les textes explicatifs ont été revus et modernisés. Et puis le passage à la troisième et à la quatrième édition, c'est la même chose. Au bout de 10 ans, il n'en restait plus beaucoup de la troisième. Et la troisième édition avait aussi vieilli, il a fallu... Oui, c'est là qu'on voit que l'épigraphie est une science à la mode, parce qu'effectivement, on voit bien dans la troisième et dans la quatrième édition qu'en 10 ans, un peu plus pour la troisième, il est paru un nombre de corpus fondamentaux assez important, hein, ce qui montre... Alors, peut-être qu'on va s'habituer au rythme décennal. Ouais, peut-être. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'explication l'épuisement des stocks qui va nécessiter la suivante, mais là, c'est des questions subtiles. Et puis, il faut ajouter qu'à partir de la troisième édition, on a pris le rythme de faire un supplément annuel en ligne. Ça, c'est l'intervention des jeunes qui ont aidé à ça. Ce qui est très utile dans la perception de ce que pourrait être une nouvelle édition et de sa nécessité éventuelle. C'est d'autant plus utile qu'une fois que le supplément annuel est fait, Michel Sèvres fait une espèce de supplément des suppléments, c'est-à-dire réintègre les suppléments dans le volume principal pour qu'on ait une idée de ce que ça donne. De ce qu'il y a et ce que ça donnerait si on en faisait un nouveau livre. Donc je crois effectivement que cette croissance permanente de la bibliographie nous y condamne un peu. Ce qui est plus compliqué à imaginer pour l'avenir, évidemment, c'est le rapport entre le papier et les moyens en ligne qui certainement connaîtra des évolutions. Oui, sans aucune solution évidente. Mais pour l'instant, effectivement, on ne voit pas
de solutions. Sinon, ces suppléments annuels qui sont utiles, parce que ça permet de... Et ils sont utiles et ils sont demandés. Ils sont demandés et ils facilitent singulièrement l'élaboration d'une éventuelle nouvelle édition, parce qu'une partie du travail est faite. Puis alors ça sert un peu aussi de sas, c'est-à-dire que il y a des livres ou des articles qu'on met dans le supplément pour montrer annuel pour montrer qu'on les a lus, mais qui ne seront pas forcément pour autant dans une nouvelle édition, en partie parce que parfois ils annoncent un livre qui viendra après, et en partie parce que on s'aperçoit que c'est pas à la fin que finalement ce qui c'était pas indispensable. L'avantage aussi d'éditions un peu séparées, c'est que des choses qui étaient importantes, au bout de 5 ans, le sont beaucoup moins. Oui. Et donc, au bout de 10 ans, ne le sont plus du tout et peuvent être omises sans inconvénient pour personne. Ça permet une meilleure évaluation scientifique. Oui, absolument, parce qu'on réexamine quand même au moment de refaire une édition complète, donc ça fait plusieurs... La 3e édition avait été revue complètement et relue ensemble, la 4e aussi. On y avait passé presque une semaine, si je me souviens bien. Et je ne sais pas ce que la suite sera, mais... Une édition est prévue prochainement ? Disons qu'il commence à en être question. Il reste encore des livres, mais ça n'empêche pas d'y réfléchir. Cela étant, entre le moment où on décide vraiment de se mettre à une nouvelle édition et le moment où le livre paraît, il faut compter au minimum 18 mois. Et les suppléments en ligne, ils sont publiés sur un site de l'éditeur, où est-ce qu'on peut les consulter ? Ils sont sur le site de... Si c'est bien fait, ça doit être un livre. C'est vrai que nous ne sommes pas les premiers à savoir ça. Mais à partir de 2001, nous avons publié sur le site internet de l'École normale supérieure, http://antiquité.ens.fr, des suppléments annuels. Alors comment concrètement le travail s'organise-t-il ? Vous vous réunissez plusieurs fois par an ? Comment est-ce que le travail avance de ce comité éditorial ? Pour les suppléments annuels, chacun y travaille de son côté quand il y songe. Pour ce qui me concerne, quand je vois passer quelque chose qui me paraîtrait intéressant, j'en prends note, j'aboutis à une liste de livres dont il faudra rayer la plupart. Et comme je vais tous les ans au printemps, là, je partirai dans 3 semaines, passer une dizaine de jours à Athènes, j'en profite pour évaluer cette liste, éventuellement la compléter, surtout avec les livres grecs qui sont très mal diffusés hors de Grèce, mais dont certains sont importants. Et voilà, j'imagine que les autres collaborateurs... Moi, j'ai une espèce d'enveloppe où quand je vois quelque chose... Mais je suis moins ordonné que toi, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce qui arrive. Quand je travaille, je me dis, tiens, ça pourrait servir pour le guide, donc je fais une fiche d'attente, je mets ça dans une boîte, et puis après... À un moment donné, l'un ou l'autre dit, il faudrait quand même qu'on se réveille. Voilà, mais c'est pour ça que je suis très content d'avoir un jeune collègue un peu plus méthodique... Qui me disait ça, tu y as pensé. Et après, nous nous confrontons nos expériences. Il y a une réunion qui prend une demi-journée, en gros, pour confronter. C'est une réunion annuelle. C'est une réunion annuelle. Actuellement, nous choisissons un moment où notre collègue de Rome se trouve à Paris, ce qui arrive heureusement assez de temps en temps quand même. Et on essaie de la harponner pour faire le point sur les activités. Mais enfin, là pour le coup, le mail a changé les choses. Parce que, oui, évidemment. Ça ne serait pas pensable sans cela. Et du coup, on se dit que c'est une entreprise qui implique un investissement sur le long cours. Oui, mais on ne s'en rend pas compte, parce que ça tombe toujours au moment de l'échéance, quand on a pris une décision. Sinon, c'est plutôt de la bibliographie courante qu'on fait un peu par plaisir. Alors, de temps en temps, on lit un truc qu'on ne lirait pas sinon, en se disant ça peut servir pour le guide, même si c'est ennuyeux. Mais finalement,
c'est pas si fréquent que ça. Oui, comme chacun est quand même un peu dans son domaine de spécialité, ce sont des choses, des publications que nous ouvririons de toute façon. Alors après, il est sûr qu'il y a une manière de lire et une manière de prendre des notes qui est directement impliquée par le guide. On ne ferait pas comme ça autrement. Il y a des livres que je refermerai aussitôt après les avoir ouverts, mais pour le guide, il faut un peu plus. Tout à l'heure, vous disiez qu'il était impossible de faire un manuel d'épigraphie. Alors pour les néophytes, est-ce que vous pouvez nous en donner les raisons Je ne dirais pas vraiment impossible. J'entendais le manuel complet au sens où on l'entendait dans le Handbuch de la science allemande de la fin du 19e siècle. Il y a une question de volume, ça aurait un poids considérable, d'éclatement des compétences aussi, c'est-à-dire que la personne qui soit capable de tout faire. Oui, je ne vois pas actuellement, dans la profession, oui, qui serait capable de tout maîtriser. Et puis, oui, c'est essentiellement ça, mais c'est vrai que c'est tout à fait paradoxal que les manuels principaux de la discipline soient aussi vieux. Alors, il y a beaucoup de livres, parfois assez bons, de statut intermédiaire, mais qui ne sont pas des manuels globaux, qui sont des ouvrages pour étudiants avancés, disons, qui comblent tout de même en bonne partie la lacune. Mais c'est un travail de romain, si on peut dire. C'est le cas de le dire, en l'occurrence. Et effectivement, est-ce que c'est envisageable? Ça pose aussi un autre problème, qui est celui de la définition même de l'épigraphie. Parce que, selon qu'on s'oriente d'une façon ou de l'autre, on laisse tomber des aspects. Moi qui suis quand même très archéologue, je suis très sensible à ce qui est écrit sur des supports très variés, mais dont la contribution à l'histoire générale passe par l'examen, ou disons la prise de connaissance plutôt des couches populaires. Si on a une conception plus institutionnelle de l'histoire, de l'intérêt de ces sources écrites, cette documentation-là, qui n'est pas reprise dans les corpus grecs, peut passer pour tout à fait secondaire, négligeable, et serait négligée dans un manuel un peu traditionnel. Mais il ne s'agit pas non plus de prendre des taupinières pour des Himalayas, mais je pense qu'il serait dommage de négliger une documentation écrite sur des supports, disons, peu traditionnels. Mais en même temps, je conçois très bien qu'un spécialiste de l'histoire institutionnelle, de l'histoire politique, de la prosopographie ne s'intéresse pas à ça. C'est quand même de moins en moins le cas, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture, en tout cas dans le domaine de l'épigraphie latine, à l'étude du support, qui est quand même une des tendances fortes de ces dernières années et même décennies. Ça a toujours été le cas. Alors que dans l'épigraphie grecque, les corpus grecs qui paraissent actuellement ne prennent toujours pas en compte la petite épigraphie, pour parler comme certains. Pour les néophytes, l'épigraphie, c'est sur la pierre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette question des supports? Quand vous avez quelque chose qui est écrit sur un manche de strigile, quand vous avez sur une lampe, dont parlait Madame Emich, qui est notre professeur invité. Oui, sur une matrice de figurines de terre cuite. Mais même dans la grande épigraphie, il y a un autre support qui est le bronze, qui occupe beaucoup, le bronze ou d'autres métaux, d'ailleurs le plomb éventuellement, qui occupe beaucoup les épigraphistes, notamment ceux qui s'intéressent au texte juridique, puisque c'était la forme d'affichage assez courante, en tout cas dans le monde romain, des lois et des textes normatifs. Donc, et les inscriptions sur plomb, quand il s'agit des tablettes de malédiction,
Voilà, bon, il y a c'est un genre assez différent. Tout à fait différent, parce que là, on est dans le domaine totalement privé, mais c'est tout aussi intéressant. Et on apprend des tas de choses sur la civilisation antique qu'on ne connaîtrait pas autrement. Il y a un joli mot en latin pour désigner tout. Alors, la petite, entre guillemets, épigraphie, on appelle ça l'instrumentum domesticum, c'est-à-dire tout ce qui est porté sur les casseroles, justement, les vases, etc. Et dans le CIL, c'est relégué à la fin des volumes, c'est-à-dire que vous avez toute l'épigraphie lapidaire suivant un ordre géographique, puis à la fin, en dehors de l'ordre géographique, vous avez la liste de toutes les petites marques sur casseroles, bois, amphores, etc. Il y a un domaine très à la mode depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, qui est l'épigraphie des amphores, qui alors là est particulièrement intéressante parce qu'on a à la fois une marque, comme sur n'importe quel vase, de fabrication de l'amphore, et puis en même temps on a des inscriptions peintes, qui est encore autre chose, sur l'amphore, donc avec des problèmes de paléographie spécifiques, là c'est très proche de la paléographie classique, et qui indique en gros ce qu'il y a dans l'amphore, d'où ça vient, qui le vend, le nom du commerçant, et ce matériel est connu depuis très longtemps par le testaccio à Rome, où on jetait justement les amphores cassés, les débris amphores que nos collègues allemands ont répertoriés à la fin du 19e et au début du 20e, mais maintenant on en trouve des quantités dans les ports, au fond des mers, et avec le développement de l'archéologie sous-marine, c'est une source de renouvellement extraordinaire. Et là, il faut vraiment quelqu'un il faut être spécialiste, qui soit à la fois spécialiste de céramologie et d'amphorologie, et qui en même temps puisse lire les textes. Et ça, c'est tout à fait... Et la même chose est vraie pour les amphores d'origine grecque, avec des collections extraordinaires. Il n'y a pas l'équivalent du testaccio, mais il y a Alexandrie. Oui. Alexandrie, quantité phénoménale d'amphores, parce que c'était le centre de consommation le plus important de la Méditerranée orientale. Et comme on ne fait pratiquement pas de vin en Égypte, quand on voulait boire du vin, faisait venir d'ailleurs. C'est certainement une même des chose sources aussi pour l'huile. Oui, c'est certainement une des sources de renouvellement considérable de la discipline. Parce que ça fournit, alors pas des textes très longs en général, mais une quantité de noms en particulier. Ça renouvelle le nomastique dans beaucoup de régions. Et puis, à la fois par la matérialité de l'amphore et par les textes qu'il porte, c'est une source très importante de l'histoire économique. Vous avez continué à être des lecteurs assidus à la bibliothèque de l'ENS. Quel rôle a-t-elle eu tout au long de votre parcours ? Moi, comme je vous le disais, je ne l'ai jamais vraiment... Vous ne l'avez pas quitté. Sauf quelques années par-ci, par-là. Et pour des raisons pratiques, j'en parlais récemment avec une de mes collègues qui est et anciennes élèves d'ailleurs, qui est une des habituées elle aussi. C'est sûr que l'accès direct aux sources, c'est vrai pour l'épigraphie évidemment avec les corpus, mais c'est vrai aussi pour la littérature et pour l'histoire romaine ou antique en général, où tous les livres sont sous la main. Donc il y a une question pratique, et c'est une des rares bibliothèques qui permettent... c'est un gain de temps prodigieux, parce qu'on peut avoir à la fois en même temps le texte et le livre ou l'article qui en parle. Et je dirais un gain de qualité aussi, parce que le fait de pouvoir avoir accès à un livre très facilement incite à des vérifications qu'on ne ferait pas dans d'autres circonstances. S'il faut dresser une liste de vérifications à faire et attendre 3 semaines pour aller le faire dans une... Bon, on va laisser tomber la moitié ou la totalité. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai été lecteur assidu quand je travaillais à Paris. C'est là que je préparais mes cours. Après, j'ai été nommé à l'université de Metz, tout en continuant d'habiter Paris. J'avais changé un peu d'orientation, j'étais plus en archéologie mais en histoire, et j'ai travaillé davantage avec les ressources de mes bibliothèques personnelles. Mais disons qu'il ne se passe guère 2 semaines sans que je vienne ici, sauf depuis quelque temps où l'essentiel de mon travail consiste à mettre en forme les résultats de mes fouilles à Philippe.
Et là, Oui, évidemment, tu as la documentation chez toi. j'ai la documentation chez moi et l'essentiel consiste à la mettre en forme. Ce qui prend beaucoup plus de temps du reste que ce que j'avais imaginé au départ. Alors j'imagine que la personnalité du bibliothécaire de l'ENS et de ses intérêts scientifiques valent à cette école d'avoir un fonds dans vos domaines assez important et intéressant. Oui, bien sûr, le fonds, évidemment, Pierre Petit-Mangin en a hérité, mais c'est vrai qu'il l'a considérablement agrandi. On ne compte pas les revues ou les collections qui commencent dans les années 1960 et qu'il a ajouté donc justement à ce fonds. Mais je me rappelle, c'est dans l'une de des introductions de je ne sais plus quelle édition où il expliquait qu'il s'efforçait de rendre le fonds digne de la bibliographie. Alors c'est vrai que l'évolution actuelle pose des problèmes de place tout simplement, qu'on aurait de toute façon, parce que c'est bien joli, mais on publie considérablement. Actuellement, le développement des ressources électroniques n'a pas entraîné une grosse diminution, heureusement d'ailleurs, des choses papier, c'est-à-dire qu'on a des choses en double, Oui, mais on a très peu de choses complètement supprimées. Et donc la croissance est exponentielle, donc ça pose effectivement aux bibliothécaires des problèmes sérieux. Avec le problème, il y a aussi des publications qui pourraient très bien ne pas être, mais pour qu'on s'en aperçoive, il faut les avoir en main. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une des très bonnes bibliothèques d'antiquité d'Europe, disons. Au-delà, je ne suis pas allé voir. Et que la meilleure preuve, c'est que les savants étrangers, ils viennent volontiers, même quand ils ont chez eux des ressources qui seraient équivalentes. Non négligeables. Et ça c'est effectivement notre responsabilité, enfin la responsabilité de l'établissement, d'essayer d'entretenir ça, ce qui pose des problèmes budgétaires, évidemment. Les livres coûtant de plus en plus cher, et des problèmes aussi de ce qui me rappelle aussi une activité de Pierre Petit-Mangin. Il avait un réseau étendu de relations avec des archicubes vieillissants ou vieux, dans l'espoir que leur bibliothèque finisse par arriver rue d'Ulm. Oui, effectivement, c'était... Mais alors, c'est là, justement, qu'il y a peut-être des évolutions et des changements. Il semblerait que c'est bien que les bibliothèques des archicubes ou autres, d'ailleurs, arrivent rue d'Ulm, mais encore faut-il pouvoir les stocker. Ça, c'est un premier problème. Et puis, dans la bibliothèque que j'ai... Il y en a un deuxième, c'est dans la bibliothèque que j'ai connue, il y avait souvent 2, 3, 4 exemplaires du même livre, souvent répartis dans différentes cotes, ou bien à côté avec un A et un B. Et ça, les bibliothécaires modernes tendent à les faire disparaître. Ça s'appelle le désherbage. Pour des raisons de place. Pour des raisons de place qu'on comprend. Mais là, ça pose le problème de la fonction de la bibliothèque de l'école. C'est-à-dire que quand on fait un cours dans cette maison et qu'on dit qu'il faut absolument avoir lu tel ou tel livre, il y a une chance non négligeable que dans la semaine qui suit, 3 ou 4 élèves aillent chercher le dit livre. Et pour cette raison-là, c'est pas si vain que ça. Alors, je ne dis pas pour tous les livres, naturellement, mais pour un certain nombre de choses, c'est aussi une chose qu'il faut compter. Une autre raison, c'est que beaucoup de monde travaille chez nous. Actuellement, il n'y a plus de place l'après-midi. Je ne sais pas si vous avez essayé de venir entre 2h et 16h, vous ne pouvez plus vous asseoir. Donc, les livres sont très utilisés. Et les livres s'usent. Une bonne partie des livres sur lesquels nous travaillons sont des livres anciens qui ne sont pas en vente, qui ne sont pas réimprimés. Nous usons notre patrimoine, et c'est vrai que si on a, dans des cas, celui de monsieur machin ou de monsieur truc chose, on peut remplacer. Un jour ou l'autre, il pourra remplacer le précédent. Donc là, c'est vrai que c'était un aspect très important de la politique de Pierre Petit-Mangin, et auquel il faut réfléchir, parce que ça pose évidemment des tas de problèmes. Avant que nous ne passions au petit questionnaire final, y aurait-il quelque chose que vous voudriez ajouter par rapport à ce que nous avons évoqué ? Ce que je dirais, c'est que la longévité de Pierre Petit-Mangin à la tête de la bibliothèque était certainement quelque chose de très utile pour la constitution et l'entretien du fonds. Je ne me prononcerai pas pour les disciplines qui ne sont pas les miennes, mais si je pense
au travail que faisait Roger Boulez dans le Times Literary Supplement ou d'autres publications de ce genre-là. Et Roger Boulez aussi est resté très longtemps à la bibliothèque. Et donc, une bibliothèque, c'est une question de fond, c'est une question de long terme, et qui s'accommode mal d'un renouvellement trop fréquent du personnel. D'ailleurs, tu soulignais tout à l'heure l'intérêt, le rôle des magasiniers, mais des magasiniers sont aussi des personnages fondamentaux dans la bibliothèque parce qu'ils savent où sont les choses. Et ils savent les trouver. Et quand il m'arrive d'avoir un souci, je m'adresse au magasinier qui, la plupart du temps, est capable de résoudre le problème. Donc, oui, la longévité du personnel me paraît être un des éléments de la qualité de la bibliothèque. Monsieur Bérard, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je crois qu'on a vraiment... Très bien. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais chacun votre tour, vous poser les petites questions de notre questionnaire final. Alors, Monsieur Sève, un mot pour définir vos années d'études? J'y réfléchis et c'est difficile de dire en un mot. Vous pouvez en dire plusieurs. Elles sont lointaines, il est donc difficile d'en mesurer c'est un investissement initial. Je dirais, en gros, j'y ai découvert la vie scientifique. Monsieur Bérard. Moi, j'aimerais bien recommencer. Je crois que c'est la chose qu'il faut dire en voyant tout ce qu'on aurait pu faire. J'en garde évidemment un très bon souvenir, mais en même temps, je me dis que si on pouvait recommencer, ce serait merveilleux. Il faudrait redevenir jeune quand on a été vieux. Un mot pour définir Pierre Petit-Mangin. Là aussi, c'est assez difficile parce que c'est un personnage inclassable, à la fois très savant, très affable. Moi, je vais me défausser sur un auteur latin, mais je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est Tacite qui, parlant de... ou bien Suétone, ou peut-être les deux, parlant d'une personne qui savait énormément de choses, il disait, et il était curieux de tout, et il disait nec in curiosus, et qu'il n'était pas incurieux. C'était une litote pour dire qu'il s'intéressait à tout. Et je crois que ça convient assez bien à la personnalité de Pierre Petit-Mangin. C'est une version théologie négative. Oui, voilà. Un mot reflétant votre expérience de la bibliothèque d'Ulm. Je dirais qu'elle est riche, complète. Enfin, il est rare que je n'y ai pas trouvé ce que je cherchais. Oui, même observation. Et heureusement, l'expérience n'est pas finie. Donc, j'espère qu'on pourra continuer à bénéficier d'un outil aussi complet et aussi riche, même si effectivement, je conçois qu'elle puisse être un peu compliquée pour quelqu'un qui la découvre, parce que le système de cotation, les classements ont leur mystère. Bon. Oui, mais toute bibliothèque, celle de l'école d'Athènes, est encore beaucoup plus compliquée à maîtriser. Donc, maintenant, je m'y suis fait, et donc... Donc, ad multos sanos, comme on dit. Oui, Ronia Polla. Votre lieu préféré à l'école? Mon lieu préféré à l'école, à la bibliothèque. J'y viens pour ça. Oui, c'est... Monsieur Bérard. Bon, il y a 40 ans, je vous aurais dit le tennis en plastique.
sur les toits du laboratoire de physique. Je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs, en tout cas j'ai cessé de le fréquenter. La bibliothèque évidemment. Et puis maintenant nous avons notre petit centre d'études anciennes qui est aussi un endroit agréable où on peut se trouver bien. Donc il a l'avantage de donner directement sur la cour. Mais je n'ai plus l'occasion de fréquenter la maison autrement que pour venir à la bibliothèque. Et ça depuis très longtemps. Quel moment fort de votre parcours aimeriez-vous mettre en avant? Peut-être le moment le plus fort de mon parcours, c'était ma dernière année à l'école, en tant qu'élève, après l'agrégation, parce que ça a combiné à la fois le lancement du guide et la campagne de fouille de 3 mois que j'ai faite à Iranoum, dans le nord de l'Afghanistan, et qui a été pour moi quelque chose d'absolument fondamental. C'est difficile, mais s'il faut choisir, puisqu'on a beaucoup parlé d'épigraphie, je choisirais le congrès d'épigraphie de Rome de 1997, organisé par, donc il y a longtemps que j'étais sorti de l'école, organisé par Silvio Pancera dans le Théâtre Argentina, donc dans un théâtre en plein centre de Rome, où on a discuté savamment d'épigraphie, et où j'ai eu la chance de présenter une très belle inscription lyonnaise qui venait d'être redécouverte dans une villa cachée de Sainte-Foy, où il y avait vraiment toute la profession, qui est un très bon souvenir. Ça avait été très fastueux. On voyait en particulier, il y avait des fontaines à eau, il faisait très chaud. C'était le début, c'était avant la canicule, mais tout de même il faisait très chaud. Et donc il y avait des petites fontaines dans lesquelles, je ne sais pas comment ils avaient fait, coulait de l'eau minérale Ferrarelle en permanence. Donc c'était la partie la plus agréable du congrès. Mais c'était par ailleurs très savant. Si vous deviez poser une seule question à Pierre Petit-Mangin, qu'aimeriez-vous lui demander? Comment il fait pour savoir tant de choses? Moi, je ne peux pas répondre à la question parce que chaque fois que je dois voir Pierre Petit-Mangin, j'ai une liste de questions à lui poser. Je n'arrive pas jamais à aller jusqu'à la fin. Mais donc, je vais en choisir une seule et je lui demanderai s'il sait ce que c'est que dans l'administration romaine, celui qui s'appelle Astudiis, c'est-à-dire celui qui est chargé, alors, des études, pas tout à fait de la bibliothèque, puisqu'il y avait un bibliothécaire spécialisé, mais de l'information de l'empereur. Moi, je ne sais pas, mais peut-être qu'il pourrait savoir. Je vous remercie beaucoup, messieurs.